avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Claire Tran. Elle est mère de 2 enfants, danseuse, comédienne, actrice et cofondatrice de l'association Parents et Féministes. En 2018, avec la naissance de son premier enfant, son univers bascule. Bien entendu, dans beaucoup d'amour pour son enfant, mais pas que. Prise entre le déséquilibre des tâches du foyer, sa socialisation de fille et de femme, son héritage familial sur le rôle de la mère et cette exigence permanente envers elle-même, Claire sombre et s'oublie. Jusqu'au jour où, suite à l'écoute de l'épisode Papa ou thé d'un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, elle comprend qu'elle n'est pas seule et qu'elle peut agir. Ainsi, elle retrouve quelque chose de précieux. D'abord une étincelle qui deviendra un brasier militant, l'espoir. Nous échangerons ensemble sur quelques questions comme comment peut-on ne pas se rendre compte du déséquilibre dans le couple sur les tâches domestiques et familiales? Comment finir par s'oublier dans sa maternité? Comment est-ce qu'un épisode de podcast a changé sa vie? Comment son engagement dans l'association Parents et Féministes lui permet de s'épanouir? Et la première question, ça sera comment est-ce qu'elle vivait le féminisme avant de devenir mère? Je vous souhaite une très bonne écoute. Avant de devenir mère, je pense que j'étais féministe, mais je le savais pas. C'est-à-dire que je pensais les hommes et les femmes égaux. J'avais été élevée aussi par une mère féministe et j'avais des idées féministes, mais je le savais pas et surtout je mettais pas de mots dessus. C'était comme des espèces de... J'avais une idée préconçue un peu de la vie qu'elle serait féministe de toute façon, et en plus j'ai évolué dans un milieu très féminin qui était la danse. J'ai fait sport-études depuis l'âge de 10 ans jusqu'à la fin de mes études, et en fait j'ai été entourée de femmes, entourée de professeurs femmes, entourée d'élèves, de danseuses, et en fait du coup j'ai été un peu biaisée. J'ai pas vécu dans la vraie vie. J'étais pas dans la société telle qu'elle était vraiment. J'étais un peu préservée. Donc, d'une certaine façon, j'étais féministe et en même temps, j'avais pas été confrontée aux discriminations que les jeunes filles, les jeunes femmes peuvent vivre, puisque j'étais quasiment exclusivement entourée de femmes. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait de la méchanceté et des discriminations autres. Mais on pourrait parler de grossophobie, par exemple, dans la danse. Mais en tout cas, les hommes, c'était pas trop un problème pour moi. Donc, j'avais un rapport simple, en même temps un peu naïf au féminisme. D'accord, donc si je comprends bien, jusqu'à... dans ton parcours professionnel et de jeunes femmes, de femmes, jusque-là, par rapport à ton environnement, il y avait rien qui t'avait percuté quoi, d'extrêmement fort, et même dans tes rapports avec les hommes, parce que je suppose que tu as quand même eu des relations, est-ce que c'est quelque chose est-ce qu'il y a des comportements qui t'avaient interpellé, ou est-ce que pour toi c'était la normalité, quoi? Je pense qu'effectivement, dans mes rapports avec les hommes, en dehors de la danse, par exemple, en dehors de mon métier de l'époque, il y avait, oui, je voyais ça comme normal, et en même temps, peut-être que j'étais très bien tombée, j'ai été assez peu maltraitée, j'ai pas eu de grands problèmes de harcèlement ou j'ai pas été face à des inégalités de genre, on va dire dans ma vingtaine. Et du coup, et puis comme j'avais été élevée dans un milieu assez progressiste et féministe, et moi on m'a toujours poussée à faire ce que je voulais faire, et on m'a toujours donné les moyens de le faire. J'ai vécu, je le dis parfois, moi je vivais comme un peu comme un homme en fait. Enfin, j'avais l'impression de vivre comme un être humain, homme ou femme, peu importe, mais je vivais comme je voulais, assez librement, sans me mettre de barrières et sans l'impression qu'on m'en mettait. J'avais pas vécu la discrimination dans l'emploi. J'ai eu la chance de pas avoir vécu de harcèlement ou de choses vraiment violentes de la part des hommes. Et donc, oui, je vivais un peu ma vie comme ça, sans me poser la question de si j'étais une femme ou pas. Tu vois? C'était très cool.
Pour le coup, c'était un privilège, quoi. C'était un privilège, mais c'était un privilège. C'était un privilège de pouvoir juste avancer sans ce poids que j'ai ensuite découvert en devenant mère, effectivement. Ce poids-là. Et justement, bon, maintenant tu es mère de 2 enfants. Oui. Et ton premier enfant est né en quelle année? Il est né en 2018. 2018, comme ma fille, dis donc. Ah oui, Et, ils ont mon âge. Ouais. et donc, tu deviens maman, et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, qu'est-ce qui se passe Alors, je vais me permettre, on a compris le bonheur, la joie, Oui, oui. l'amour, tout ça. Ouais, ouais, Voilà, on est tous d'accord là-dessus. Je ouais, voulais ouais, juste poser cette base-là. grand chamboulement, à la fois positif, mais en même temps assez ambivalent. Et pour citer Titu Lecoq, boum patatras, j'étais une femme. C'est-à-dire que D'accord. avant d'avoir mon fils, je vivais donc assez librement ma vie, sans me poser de questions. Et puis bon, déjà dans la grossesse, je voyais bien qu'il y avait anguille sous roche. Hein. Je voyais bien que quand même on s'adressait à moi bizarrement et qu'on me disait beaucoup ce qu'il fallait que je fasse, hein, qu'il fallait surtout pas ce qu'il fallait pas que je fasse. Et donc il y avait tous les interdits, les injonctions avec la grossesse. Bon, soit. Comme j'étais très bonne élève, très danseuse dans ma tête, j'ai accepté tout ça en me disant c'est bien, c'est pour le bien du bébé. Et une fois que le bébé était sorti, donc j'ai eu mon fils en mai 2018, j'ai été confrontée assez vite à un sentiment d'isolement et donc un sentiment d'injustice aussi, d'être seule face à ce nourrisson et de pas avoir le soutien dont j'aurais eu besoin. En fait, j'attendais pas grand-chose des autres, mais je savais que c'était pas normal de me sentir aussi seule et triste. Et j'ai pas fait de dépression du postpartum. Voilà, c'est pas une dépression clinique, mais bon, j'ai eu un bon baby blues et puis des difficultés qui ont traîné et qui m'ont posé question. Parce que je me rendais bien compte que c'était pas normal de me sentir mal. Quelles difficultés t'ont posé question? Bah, ces difficultés, c'était la mise en place de l'allaitement, par exemple. Ça a été très difficile. J'avais été assez peu préparée finalement et peu accompagnée à la maternité. Et ensuite, seule chez moi, avec les douleurs, avec les questionnements, les doutes, et puis voilà, pas vraiment de soutien. Donc une fois que j'ai fait mes recherches de mon côté, j'ai trouvé une consultante en lactation qui m'a aidée, et ensuite ça a été beaucoup mieux, mais ça a pris des semaines en fait. Donc ça a été très très douloureux physiquement et psychologiquement. Et puis ces difficultés maternelles se sont aussi traduites par ça paraît bête, mais bon, l'épuisement physique et psychologique, et puis il y a une petite forme de une déprime qui tend à subsister un peu, quoi, de la tristesse, parfois du remords, un vrai Du sentiment de remords d'avoir fait détresse. un enfant? Bah parfois oui, honnêtement, je le dis, D'accord. parfois c'était du remords, de me dire mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi est-ce que j'ai foutu ma vie en l'air, pourquoi j'ai fait ça? Et qu'est-ce qui va m'arriver? Ouais, il y a eu des moments comme ça un peu difficiles où je me disais mais en fait non, je veux pas le faire, je peux pas le faire. Bon, c'est passé, hein. Et je pense que beaucoup de mères le vivent ça, et je pense que c'est bien de le dire dans les podcasts. Je pense que beaucoup de femmes, quand le premier arrive notamment, se disent mais oh là là, ça va être ça ma vie maintenant? Donc voilà, sauf que quand on n'est pas très entouré, quand on vit dans une grande ville loin de sa famille ou qu'on n'a pas beaucoup d'amis qui ont du temps en journée pour venir nous voir quand on est en congé maternité, bah ça peut prendre des ampleurs assez importantes et puis ça peut être très douloureux. Il y a forcément une question qui me vient en tant que père, et puis parce que nous militons ensemble sur le sujet du congé paternité. Où était le papa pendant cette période? Alors mon conjoint, moi j'ai accouché en mai, donc j'ai eu la chance de l'avoir en fait quasiment tout l'été, juillet, août. Il a posé ses vacances à fond l'été, donc je l'ai eu à la maison juillet, août. Après oui, mai, juin, les premiers jours il était là, et puis ensuite il a dû retourner travailler un peu
Il a été là, pas là. C'est-à-dire que c'était un peu un mix. Et c'était pas un vrai congé, mais il aménageait ses horaires. Il a la chance de pouvoir travailler, de faire son planning. Donc, il a pu faire en sorte d'être là le matin, puis partir travailler l'après-midi ou l'inverse. Donc, il était physiquement présent. Mais c'était aussi très nouveau pour lui. Et je crois que, en tout cas, pour notre premier enfant, il a eu beaucoup de mal à trouver sa place et à comprendre quels étaient mes besoins. Je crois que c'était surtout ça, puisque je n'arrivais pas moi-même à les formuler. Et je parle bien du premier parce que depuis, après on a fait du chemin ensemble et puis il y a eu l'association. Donc quand ma fille est arrivée en 2020, on a fait autrement. Mais c'est vrai que être présent physiquement pour le conjoint ou la conjointe, ça suffit pas. C'est vraiment un truc que je remarque, c'est que d'être là, d'accord, mais il faut savoir être présent psychologiquement et surtout être très à l'écoute des besoins et puis être autonome dans la maison, savoir où sont les choses, savoir quelles sont les tâches domestiques qu'il faut faire, etc. Et donc, ça, c'était pas le cas la première? Au premier enfant? Non, bof, si, ouais. L'inégalité. On fait le procès de personne. Non, bien sûr. L'inégalité des partages des tâches existait avant l'enfant. Et bon, en général, il se creuse un petit peu après. Mais déjà avant, oui, c'était déjà quand même, c'était déjà pas jojo. Est-ce que tu avais conscience de cette inégalité avant de devenir mère? Eh ben non. Non, pas vraiment. Parce que quand on est que deux et qu'on a du temps, en fait, ça va de faire les tâches ménagères, de s'occuper de la maison, de faire les trucs, de faire les courses. En fait, tu le prends sur toi et puis ça me coûtait pas. Et c'est en ayant des enfants qu'ensuite ça commence à coûter et ça commence à alourdir sérieusement la charge mentale. Mais avant d'avoir les enfants, c'était déjà déséquilibré, mais comme j'ai été socialisée comme une fille, moi c'était normal quand même de faire un peu plus. Et puis après, pour être honnête, j'ai un métier assez spécial où j'ai plein de moments d'inactivité, où je suis sans emploi et l'intermittence de mon travail fait que y a beaucoup de moments où j'ai beaucoup plus de temps que mon conjoint pour faire les choses. Donc ça a forcément mis sur des rails, ça. Oui, bien sûr. J'entends bien que c'était quelque chose d'assez inégal c'était pas homogène comme temps de disponibilité pour toi et pour ton conjoint. Et pour le coup, en effet, l'arrivée de votre premier enfant a amené de nouvelles perturbations, on va dire, donc, dans la liberté que tu avais, si je comprends bien. Et aussi, pour le coup, ça a mis en exergue ça, c'est-à-dire que est-ce que ça serait juste de dire que finalement, tu t'aperçois que comme toi, quand toi t'es occupé avec l'enfant, ce qu'il y avait à faire, c'était juste pas fait? Ouais, voilà. Oui, c'est ça, parce que malgré le fait que j'étais en congé maternité et donc hors emploi, je travaillais pourtant. Et c'est vrai que j'aime bien distinguer l'emploi du travail. Et donc, effectivement, avoir des enfants, c'est du travail. Et donc, tout ce temps-là était consacré au bébé. Et donc, il y avait plein de choses qui n'étaient pas faites. Et que je m'obstinais à vouloir faire. Et donc, je me souviens très bien de ce moment où, à 11h du soir, je suis en train d'étendre une lessive et je fous en larmes, quoi. Parce que je me suis obstinée à vouloir faire, alors que je ne pouvais pas physiquement, mentalement, j'étais plus du tout capable. Et ça a été un moment de rupture, ça, d'ailleurs. On en reparle souvent avec mon conjoint de ce fameux moment de l'étendoir à linge où je dis stop, quoi, la coupe est pleine, je vais pas pouvoir continuer comme ça. Et donc c'est avec ces anecdotes-là et ces moments-là que c'est quand même j'ai commencé à nourrir une réflexion féministe. Voilà. Ouais. Ça, et puis au gré de mes lectures aussi. C'est-à-dire que du coup, effectivement, comme je voyais bien que ça n'allait pas. Je souffrais, j'étais en colère, je me sentais vraiment injustement traitée par la société. Je me dis, bon, ok, il y a un problème. Là, il y a un truc qui va pas. Genre, c'est censé être chambé la maternité, et en fait, je suis en galère, et personne n'en parle, et mes copines m'en parlent pas, ma mère m'en a pas parlé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis seule? Donc, je me mets à farfouiller, je lis
quelques livres féministes, et puis je tombe sur un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, qui est un excellent documentaire podcast sur Arte Radio, et je tombe sur un épisode qui s'appelle Papa Outé, qui est un épisode consacré à la place des pères à l'arrivée d'un enfant. Donc c'est pile mon sujet. Je l'écoute avec délectation, et je me rends compte que non, je ne suis pas seule, et que même, donc, il y a des journalistes qui s'y intéressent et qui font des épisodes de podcast dessus. Dieu merci. Et à ce moment-là, pour moi, ça a été une vraie révélation féministe, dans le sens où j'ai compris que, un, j'étais pas seule, et que deux, je pouvais faire quelque chose. Avant de poser ma question suivante, je voudrais juste... Il y a quelque chose qui m'interpelle par rapport à ce sujet de l'étendoir à linge. Qu'est-ce qui fait que tu en arrives justement à cet épuisement? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait qu'on va jusqu'à craquer, en fait? Parce que je me dis, est-ce que tu en avais parlé aux gens autour de toi, à ton conjoint, du fait que ça allait pas, du fait que tu te sentais pas bien? Je me souviens pas d'en avoir parlé, je me souviens d'avoir beaucoup pleuré, et je pense que ça se voyait. Je pense que les gens autour de moi qui venaient me voir, et mon conjoint qui était là, voyaient bien que ça n'allait pas, que je pleurais, que j'étais fatiguée. Mais non, je ne verbalisais pas le fait que j'avais besoin d'aide. Et j'en arrive à la séquence étendoir à linge parce que j'ose pas demander de l'aide et que j'ai envie de bien faire. Tu penses que... Est-ce que tu pensais que ça faisait de toi une... Alors, je sais pas s'il y a un mélange de mauvaise mère, mauvaise femme, si jamais tu demandais de l'aide et du soutien? Peut-être. Je pense Il y que avait un aspect d'échec? Sans doute, oui. En fait, honnêtement, Ok. j'étais tellement dans le Schwartz à l'époque que je sais même pas ce que je me disais, mais il y avait sans doute, j'avais intériorisé sans doute le fait qu'il fallait pas être une mauvaise mère, donc il fallait quand même assumer. Il y avait la notion d'assumer. T'as fait un gosse, maintenant non seulement tu vas t'en occuper, mais en plus tu vas laver ses body et tu vas les sécher, quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit. Et donc il y avait ça, et puis le fait de pas demander de l'aide, c'était aussi à un moment donné, je crois que j'étais tellement épuisée que formuler des désirs et des besoins, c'était déjà trop, en fait. J'avais dépassé le stade de dire voilà, ça va pas, j'ai besoin de toi, ou j'ai besoin de quelques heures de ménage, j'ai besoin de soutien. À un moment donné, en fait, on plonge, quoi. Donc en fait, on n'en parle même plus. On lâche l'affaire. Et on attend que quelqu'un, jusqu'à un moment où on craque, et en effet, là, il a fallu que je dise des choses, mais malheureusement, parfois, on attend toujours que les jeux devinent nos besoins. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Cette phrase-là, je me demande dans quelle mesure, on va revenir au récit juste après, mais cette phrase-là précise, je me demande dans quelle mesure, et je te pose la question et j'invite à chacun et chacune qui nous écoute à se la poser, je me demande dans quelle mesure aussi c'est pas une construction sociale de genre. Parce que j'entends beaucoup moins d'hommes et de pères dire qu'ils n'arrivent pas à formuler leurs besoins. Ah ouais? Tu vois? Et je me demande si à un moment aussi, c'est pas quand même quelque chose qui tient de l'éducation genrée, d'apprendre aux petites filles à prendre sur elles, à rester discrètes, à rester sages, à rester invisibles, en fait. Et alors que nous, les garçons, les hommes, on nous apprend un petit peu plus à nous exprimer, pas sur ce qu'on ressent, bien évidemment, ça faut pas, mais sur c'était ironique, ce que je viens de dire, mais sur sur nos besoins, clairement, on nous apprend à prendre la place dessus, voilà. Je pose la réflexion. Non, mais c'est intéressant. Il y a sans doute quelque chose de cet ordre-là. Moi, je pense, ouais. Je pense que dans les constructions et dans les modèles qu'on donne, je pense que c'est important. Tu vois, un exemple tout bête, c'est que, imaginons que t'aies pas craqué, tu vois, et que ça continue. Tu vois, et que tu prennes sur toi. Tes enfants, garçons comme filles, grandissent avec ce modèle. Tu vois. Et pour le coup, c'est aussi comme ça qu'on intériorise des choses. C'est vrai.
en regardant les exemples tu autour vois. de soi. Donc voilà. Bon, Oui, je mais me pose. d'ailleurs, non, mais c'est hyper intéressant parce que quand je rebondis sur ce que tu viens de me dire, parce que souvent, on entend des gens dire: «Oui, ça va, moi, ma mère, elle a élevé 5 gosses, elle a connu la guerre et elle s'est jamais plainte». Tu vois? Dans le genre, tu vois? Et ce genre de discours, Ouais. on les entend dans la vraie vie, dans les films. C'est un truc genre image d'Épinal de la mère sacrificielle qui a, non seulement sacrifié, son travail ou ses passions pour élever, je sais pas combien de gosses et sans jamais se plaindre. Et ça, c'est un truc qu'on entend souvent. «Ça va, ah, ma mère, elle en a eu 3, j'ai jamais entendu se plaindre». Et ça, clairement, ça rentre dans le cerveau des enfants, évidemment. Bien sûr, tu as raison. Est-ce qu'à un moment, toi, tu t'es dit, non, mais j'ai qu'un enfant, je devrais y arriver, quoi. Ça devrait être facile. Enfin, c'est toi que ça percute, en fait, finalement. Mmh. Tu vois, est-ce que ça vient toucher à l'estime de soi, à la confiance en soi, peut-être aussi, tu vois, je me demande. Ouais, peut-être. Ce qui est sûr, c'est que moi, je viens d'un endroit où la danse en l'occurrence, où on serre les dents, on souffre en silence, on fait ce on nous demande de faire et on le fait en plus en étant gracieuse et jolie, avec un chignon bien tiré. Et donc en fait, ça a beaucoup influé sur ma façon aussi d'appréhender les obstacles dans la vie. Donc ça, Ouais. voilà, ça c'est aussi un truc personnel, mais ouais, c'est difficile de se dire bon, je vais pas y arriver là, j'ai besoin d'aide. Ça c'est vraiment très difficile. Ouais. Alors, je rebondis sur ce mot aide, et après on va vraiment revenir au récit, désolé. En fait, on digresse pas mal, mais j'aime bien cet échange. Je rebondis encore une fois sur le mot aide parce que c'est un mot, moi, que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce podcast et je le répéterai encore beaucoup de fois. C'est que je pense qu'on a un vrai sujet sémantique avec le mot aide. Oui, par rapport au Et que je père, tu veux pense dire. que, non, par rapport au mot soutien. Mmh. Parce que le mot aide, chez beaucoup de gens, je dis pas que c'est son sens étymologique ou quoi, mais chez beaucoup de gens, ça induit plutôt qu'on n'est pas capable de. Et pour le coup, demander de l'aide, ça veut dire je ne suis pas capable d'être parent. Et alors que parler de soutien, ça veut juste dire là, c'est pas que je suis pas capable, c'est juste que la charge est trop grosse. Mmh. Et en fait, on change l'objet de la difficulté en passant de la personne à l'environnement. Et ça me semble plus accessible de penser à ça. Et tu vois, ça me rappelle aussi ce qu'on peut se dire, tu vois, quand tu as les parents qui viennent, quand tu leur dis: «J'ai besoin d'aide», moi j'ai vraiment souvenir d'échanges, alors que ce d'échanges avec des parents ou de choses que j'ai pu vivre, où on a dit: «Ah là, on aurait besoin d'aide» et en fait, on vient nous aider à changer les couches. Mais en fait, on n'a pas besoin d'aide pour changer les couches. Tu vois? Mmh. On sait faire. Ouais. On a besoin de gens qui viennent, filer un coup de main au ménage, faire à bouffer et qu'on puisse dormir. Ouais. C'est ça qu'on veut, tu vois? Et Ouais. finalement, ça, c'est du soutien, Ouais, tu tu as vois? raison, c'est très intéressant parce que j'avais jamais pensé, tu vois? Mais c'est vrai que te demander de l'aide, ça renvoie à sa propre impuissance et personne n'a Mmh, envie de se sentir impuissant. Donc exactement, tu vois? je vais veiller à mieux utiliser le mot soutien maintenant aussi. Et donc je reviens à ta prise de conscience, féministe, après, notamment l'écoute de ce podcast, de Charlotte Bien-Aimée et alors là, qu'est-ce qui se passe? Bah là, je Est-ce me que rends tout à compte. coup, c'est branle-bas de combat? Bah presque, hein, franchement, on n'est pas loin, hein. J'essaye pas de rendre la chose, vraiment, intéressante pour le podcast. Honnêtement, j'ai écouté le podcast, j'ai eu, ma grande révélation féministe, j'ai eu des étoiles dans les yeux. J'ai écrit à Charlotte Bien-Aimée Mmh. pour lui dire, bah, bravo pour le podcast, c'est extraordinaire, je je suis mère, je voudrais faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Et en espérant qu'elle me donne des pistes en fait pour, en effet pour, m'engager, pour, faire quelque chose, de concret. Et elle m'a dit de contacter Amandine Antievich qui intervient dans son podcast. En fait, c'était une des mères qui était interviewée de cet épisode et elle avait créé un collectif et puis elle m'a dit: «Bah, contactez-la, peut-être que vous pouvez faire des choses ensemble». Et du coup, j'ai écrit à Amandine et elle voulait créer une nouvelle association, un nouveau collectif et on s'est parlé longuement et puis elle m'a dit: «Bah, si tu veux, on le fait ensemble». Et tout est né de là, vraiment de ce coup de fil et grâce à Charlotte, en fait, qui nous a mis en contact. C'est génial. Voilà. Comme quoi, parfois un mail, faut oser. Mais
j'ai été très chanceuse de tomber sur Amandine, que c'est une personne extraordinaire. Amandine, si tu nous écoutes, qui a changé ma vie parce elle m'a tendu la main aussi parce que c'est une femme qui avait déjà milité, qui avait une expérience dans le militantisme, et puis qui a une réflexion assez aboutie sur le féminisme et sur les études de genre, et elle m'a appris plein de choses, et j'ai vraiment beaucoup de chance d'être tombée sur Amandine. Oui, tout à fait. Et donc, c'est Parents et féministes que vous créez ensemble. Bon, moi, je Ouais. confirme fatalement que je connais un peu aussi Amandine, puisque je suis aussi membre de l'association Parents et féministes. Et en effet, Amandine est vraiment passionnante et elle a une profonde connaissance en plus des sujets de manière très précise. Mm. Et, et donc là, vous vous regroupez à combien de mères? Comment ça se passe un peu la genèse de ce Bah, mouvement? Avec quels objectifs? alors ça commence en 2019, et ça commence autour d'un café. On se retrouve dans un café. Je sais même plus combien on était. En fait, c'est très flou parce que j'étais encore bien fatiguée, bien postpartum. On était 6-7 mères autour de nos cafés, à se dire bon bah ok, on crée une asso, on dépose les statuts et on va militer, on va créer des groupes de parole pour les mères, on va sortir les mères de l'isolement et on veut pas qu'elles galèrent comme nous. En gros, la base c'est ça. Le socle de Parents féministes, c'était de sortir les mères de l'isolement, de les mettre ensemble, qu'elles puissent se soutenir justement, et qu'elles ne soient pas seules chez elles avec leur nourrisson. Voilà, c'était la mise en relation, le soutien, et puis l'envie de militer, vraiment d'être ensemble. Je rappelle juste à notre auditoire que si vous souhaitez écouter Amandine Antievich, elle est aussi dans le podcast avec l'épisode 22, accompagnée de Manuela Spinelli, puisqu'elles ont sorti un livre qui s'appelle Éduquer sans préjugés. Donc n'hésitez pas à aller aussi l'écouter après. Et génial livre. Et puis Manuela est aussi cofondatrice de l'asso. Et passionnante aussi, Ouais. très clairement. Et tu te retrouves, donc là vous créez une asso. Ouais. Et dans ton quotidien, qu'est-ce qui change? Dans mon quotidien, qu'est-ce qui change? Bon, bah, tu te doutes bien que bon, ça change pas du jour au lendemain, mais au moins j'ai de l'espoir. Tout d'un coup, j'ai quand même. Déjà, j'ai des personnes T'es avec qui plus je peux seule? parler. Ouais, c'est ça, je suis plus seule. Je peux parler Mmh. des sujets qui me traversent, de mes questionnements. Je peux râler, je peux vraiment être libre, avoir une parole libre sur les choses qui me questionnent vraiment, que ce soit dans la parentalité ou même dans la vie en général. Mais je suis plus seule et je mets mon énergie. Tout d'un coup, en fait, ma colère, elle se transforme en énergie positive et en quelque chose de constructif. Parce que créer une asso, ça veut dire bon, c'est être ensemble, mais c'est voilà. Penser au nom de l'asso, c'est créer des outils pour pouvoir militer ensemble, c'est commencer à écrire un manifeste, un plaidoyer politique, etc. Et puis tout ça, ça m'a quand même un peu sorti de ma torpeur de jeune mère. Ça m'a donné un peu de sens. C'est que j'étais plus que dans voilà mes nuits, mes jours qui ressemblent à des nuits, mes nuits qui ressemblent à des jours, et puis qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je retravaillerai un jour? J'avais au moins cette espèce d'endroit constructif, et j'avais l'impression d'avoir une empreinte positive sur, voilà, si ce n'est sur la société, au moins sur les 5-6 personnes avec qui je buvais des cafés, tu vois? Ouais, je vois. Hem et heu et dans ton quotidien, est-ce que ça a amené des échanges avec ton conjoint? Est-ce qu'il y a ça a Ouais, amené des évolutions? bien sûr, bah, oui, oui. Quand j'ai commencé à parler de cette création d'asso, on en a beaucoup parlé, et franchement, il m'a énormément soutenue, il a trouvé ça super, et sans pour autant adhérer à l'association. Il suit de loin tout ce que je fais, et puis je crois que ça a fait son chemin aussi, toutes mes questionnements, et puis je laissais traîner beaucoup de livres sur la table basse. Donc mes lectures féministes étaient toujours un peu présentes dans notre vie, et en me voyant m'agiter autant, il voyait bien que c'était important pour moi, donc j'ose espérer que voilà, il a compris
qu'il s'agissait aussi de lui, en fait. Oui, bien sûr. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Et, et donc, vous allez mener des actions. Mmh. Quel type d'action vous avez mené pour le coup avec l'asso? Il y a eu de la manif? Ouais, on fait des cortèges dans les manifs, on a créé des groupes de parole pour, le soutien aux mères. On vient juste de créer un groupe de parole pour les pères à Paris. Mhm. Donc ça, c'est vraiment des rendez-vous récurrents. On essaie de faire tous les mois dans plusieurs lieux, à Paris et à Rennes, où la plupart de nos membres sont basés. Donc, soutien à la parentalité à fond. On fait des groupes de parole soit libres, soit à thématique. Par exemple, on a fait un groupe de parole, mon enfant et l'école récemment. Parce que bon, depuis la pandémie, il y a quand même vraiment un gros sujet sur l'école. Et ça a été, voilà, ça a été super intéressant. Des groupes de parole pour les mères en postpartum, dans l'après-midi, pour qu'elles puissent sortir de chez elles et parler avec d'autres mères, ou juste avoir un moment pour souffler. Et puis elles peuvent venir avec leur bébé, ce qui est chouette aussi. Donc ça a été une des premières actions. On a développé un plaidoyer politique pour l'allongement du congé paternité. Dès 2019, ça a été vraiment pour nous une des raisons d'être de l'asso, parce que en partant des constats que les femmes étaient seules en postpartum, il a fallu trouver des solutions. Et une des solutions qui nous a semblé essentielle, c'était que les conjoints et les conjointes prennent leur place dans les premiers jours et les premières semaines de vie de l'enfant, voire les premiers mois idéalement. Mais on a des femmes extraordinaires qui rédigent très bien des plaidoyers politiques qu'on a pu faire passer à plusieurs instances politiques, notamment au secrétaire d'État à la petite enfance, Adrien Taquet. Et puis on a aussi fait lire à plusieurs députés, à beaucoup de politiques qui sont toujours très enthousiastes et qui sont toujours d'accord avec nous. Mais bon, c'est compliqué après de passer à l'action. Mais sur le congé paternité, là c'est bon, il a évolué en 2021, donc il y a plus de sujet. Ah ouais, c'est ça. Ouais, il a évolué en 2021. Il est passé de 7 jours à... non, attends, il est passé de 11 jours à 7 jours obligatoires et 28 rémunérés, si je dis pas de bêtises. Sous ton Alors, contrôle, c'est ça, hein? 28 jours, hein? globalement, on est passé de 14 à 28. Ah, c'était 14. Ok. Voilà. Ouais, en fait, tu avais 11 jours. Ah, 11 jours le découpage exact, c'est 11 plus 3. 11 jours de congé paternité, plus 3 jours Congé de naissance. d'accueil de l'enfant Ouais. qui sont payés par l'entreprise. Ok. Et maintenant, c'est toujours 3 jours d'accueil de l'enfant, 25 jours de congé paternité. Et en fait, il y en a 4 obligatoires dans les 25. Et comme les 3 jours d'accueil de l'enfant ont toujours été obligatoires, en fait, ça fait 7 jours. D'accord. C'est Ouais. pour ça qu'en fait, finalement, le gouvernement a mis sur la table uniquement 4 jours obligatoires. Si on veut vraiment Si on détailler. rentre ouais, mais en même temps, c'est intéressant d'entrer dans les détails parce que c'est le nerf de la guerre, ça. Enfin bref. Et le diable se cache toujours dans les détails. Donc, bref, on est passé de presque rien à pas grand-chose. Tu seras d'accord avec moi? Tout à fait. Et donc, c'est un progrès, certes. Ça, on peut pas le nier. C'est beaucoup mieux de pouvoir prendre 28 jours, si on le souhaite. Mais bon, nous, ça nous suffit pas, et c'est pas du tout les préconisations que nous on a faites au gouvernement. Ce n'est pas non plus les préconisations de la commission Cyrulnik. Donc il y a encore du boulot. Donc nous, on va continuer à travailler sur ce sujet, et on estime que le congé paternité devrait être d'égale durée au congé maternité, au moins en postpartum, enfin post-naissance quoi. Parce qu'en fait, en faisant un congé paternité moindre, ça envoie le message que c'est aux mères de s'occuper des enfants, des bébés, et pas aux pères. Donc ça, pour nous, c'est juste pas possible en fait. On est bien d'accord. Voilà, il n'y a pas de raison. Parce que ça envoie aussi aux pères, pour le coup, le message que c'est pas leur place. Enfin, tu vois, Ouais. je sais que cette phrase a l'air d'être la même, mais en fait, c'est pas la même. C'est que ça envoie aussi le message aux pères que c'est pas leur place. Et moi, je conseille toujours le livre de Sylviane John Pinault, Pourquoi les pères travaillent-ils trop, qui est très très instructif Ouais, génial. sur les messages de société qui sont passés sur la paternité. Et
Donc tu fais tout ça Mmh. et visiblement ça se passe bien et visiblement ça va mieux et tu fais un deuxième enfant. Je veux Mais dire, la oui! meuf récidive. Non, mais j'ai remis le couvert, Cédric, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Oui, je récidive malgré tout. Et pas longtemps en plus, Et après. pas longtemps, ouais, 2 ans et demi d'écart, mes enfants. Ouais, ouais, Ah oui. pour plusieurs raisons, c'est pas vraiment le sujet de l'épisode, mais bon, il y a, mon schéma familial à moi puisqu'on est 2 filles, 2 enfants dans notre famille. Donc il y a la reproduction du schéma familial, il y a la pression sociétale, hein, qui dit que c'est quand même vraiment mieux, hein, d'avoir 2 enfants pour pas que l'enfant, soit seul. Et puis, l'envie de les faire rapprocher parce que bon, j'avais envie d'avoir des enfants, relativement jeunes pour avoir de l'énergie, parce que je savais que c'était dur, que c'était énergivore. Donc je me disais: «OK, oh bon, j'enchaîne, j'ai encore un peu de force, c'est comme ça sera fait». Bref, tous les trucs qui sont voilà, qui m'appartiennent, hein, que chacun a son rapport différent à ça. Mais pour répondre à ta question, j'ai remis le couvert parce que justement, je crois que si j'avais pas fait par un féministe, si j'avais pas milité, si j'avais pas rencontré plein de gens intéressants et que j'avais pas retrouvé espoir, je l'aurais peut-être pas fait. OK. Là, au moins, j'avais, je savais que je pouvais faire autrement et je pouvais anticiper et puis je me sentais plus forte effectivement pour, accueillir un autre bébé et ça s'est d'ailleurs beaucoup mieux passé. Bon, ça s'est passé pendant une pandémie mondiale, donc on a eu des complications, mais ça s'est plutôt vraiment bien passé et je suis très contente de l'avoir fait finalement. Et pour le coup, qu'est-ce qui a changé? En fait, le but surtout pour moi de ce sujet-là, c'était de voir qu'est-ce qui avait changé, qu'est-ce que tu avais mis en place, heu, sur le deuxième par rapport au premier, er justement pour essayer de verrouiller peut-être un peu, alors, qui a marché ou pas marché, ça peut être je trouve ça toujours très intéressant aussi de partager ce qui a pas forcément marché. Mais qu'est-ce que tu as mis en place justement pour t'éviter la même déconvenue, qu'au premier? Mis à part le fait que tu savais. Savoir déjà franchement, c'est 50% du chemin. Franchement, Ouais, savoir, c'est d'accord. pouvoir et vraiment avoir la connaissance de ce qui va nous arriver, ne serait-ce que pour l'accouchement, hein. Ça m'a vraiment aidée à contrôler mieux, tout ce qui m'arrivait. Parce que savoir vraiment, même pour la mise en place de l'allaitement, par exemple, c'est bête, mais du coup, j'ai insisté auprès des sages-femmes et des puéricultrices à la maternité, de m'aider, voilà, que c'était un désir fort pour moi de bien mettre en place mon allaitement. J'ai pas été surprise par la douleur, donc ça m'a permis de tenir le coup. Rentrer à la maison, j'ai tout de suite appelé une conseillère en lactation, celle qui m'avait accompagnée avant. Formidable femme. Tout de suite, pour pas voilà, attendre d'avoir mal ou attendre d'avoir des questions. Voilà. Donc j'ai anticipé d'éventuels problèmes. Du coup, il y en a eu peu, en tout cas au niveau de l'allaitement, et j'étais sereine, j'étais vraiment contente. Et après, j'ai arrêté d'étendre du linge à 23h, tu t'en doutes bien. J'ai arrêté les tâches domestiques, j'ai vraiment, pour le coup, j'ai appris ma leçon, hein. J'ai arrêté d'en faire trop. Je dirais pas que j'ai arrêté d'en faire, mais par exemple, j'ai quand même pris des heures de ménage en plus. Euh, Ouais. Ça, quand mon conjoint est retourné travailler, voilà, j'ai accepté que bon, voilà, je vais pour le coup, me faire aider. Et puis, je me suis forcée à arrêter de ramasser tout ce qui traînait par terre. Parce qu'avoir un deuxième enfant, ça sous-entend que le premier est là et que les jouets sont par terre, et cetera. Et que se baisser après l'accouchement, c'est pas une évidence. Mais voilà, globalement, mon mot d'ordre, c'était: sois gentil avec toi-même. Très bien, je pense que c'est un beau mot d'ordre. Et comment tu te sens là maintenant aujourd'hui, est-ce que tu es toujours donc très engagé? Qu'est-ce que qu'est-ce que ça amène pour le coup, le fait de militer? Est-ce que militer au quotidien, c'est énergivore, ça prend du temps, ça prend comment ça se passe? Comment ça s'inscrit dans ta vie? Alors, c'est très présent dans ma vie, par période, je dois dire, mais globalement, ça prend beaucoup de place dans ma vie. C'est chronophage parce que, parler de choses qui me passionnent, en fait, ça peut prendre, beaucoup de temps dans ma journée sans que je m'en rende même compte. Mais,
Il se trouve que voilà, quand je suis pas en tournage, j'ai ce temps-là, donc je suis très contente de le consacrer à l'asso. C'est chronophage, d'autant plus que je suis au conseil d'administration de l'asso, donc je participe aux questions d'orientation, de structuration de l'association, comment elle fonctionne, comment elle se développe, les partenariats, parler avec d'autres assos, avec les politiques, etc. Donc ça me prend pas mal de temps, ça me demande de l'énergie, mais j'en ai à revendre et je suis très contente de le mettre à profit de Parents et Féministes. Je suis bénévole et ça me va très bien comme ça. Ça donne du sens à ma vie, vraiment, beaucoup. Cet enthousiasme? Ouais, et puis je rencontre des gens formidables. Regarde, toi déjà, tu vois. Non, mais c'est vrai, franchement, je rencontre des gens formidables d'horizons différents, de toute la France. Alors, grâce à la technologie, on peut se parler, on peut s'écrire des messages à n'importe quel moment de la journée. C'est très réconfortant, je trouve, de militer avec d'autres parents avec qui je partage des expériences communes, mais aussi des questionnements. Et puis, ouais, c'est un pan de ma vie que je suis très contente d'avoir, rien que pour moi, pour le coup. C'est vrai que moi, si tu veux, je partage aussi ton point de vue sur le fonctionnement de l'asso. Parce que, bon, on peut en parler, il y a un fil WhatsApp hein, qui existe pour les membres de l'association. Et c'est vrai que des fois, moi, je trouve ça chouette, ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, de déposer, et ça arrive souvent, tu as vu qu'il y a des gens qui viennent déposer quelque chose, tu vois, il s'est passé ça, Mmh. je viens déposer la situation que j'ai vécue, et on trouve du soutien, quoi, en fait. On trouve des... ça permet aussi de relativiser me concernant, tu vois? Parce que souvent je me dis: «Putain, il y a des trucs, c'est difficile» et puis je vois d'autres messages et je me dis: «Bon, quand même, ça va quand même, d'être un mec aussi», tu vois? Enfin, ça va. Ouais. Mais dans tous les cas, je trouve ça super chouette, tu vois? De se dire un petit peu comme tu disais tout à l'heure, de se dire: «Bah, on n'est pas tout seul» et puis on n'est pas tout seul à penser ça, Oui, c'est ça, tu vois? exactement. Et puis, moi, je trouve ça chouette, enfin, toi, tu apportes beaucoup aussi à l'asso parce que tu es un père et bon, vous êtes minoritaire et je trouve ça vraiment important qu'on soit en mixité. Moi, enfin, vraiment, je suis très enthousiaste quand je vois qu'il y a des pères qui prennent la parole, au sein de l'asso parce que, c'est important déjà de savoir qu'on a des alliés et de savoir aussi que vos expériences, peuvent se rejoindre aux nôtres et puis que vous avez aussi des problématiques, à exprimer. Et puis sur l'éducation non sexiste, pour moi, c'est essentiel qu'on s'y mette à tous, Ouais, femmes et ouais. hommes. Ça, parce qu'on va pas être que les mères à éduquer nos enfants, quoi, tu vois? C'est ça qui est aussi c'est vrai que, ça me rappelle cette phrase de «éduquez vos fils», Mmh. où il faut faire attention, que ça s'adresse pas qu'aux mères. Parce que c'est vrai, il faut éduquer nos fils, c'est sûr. Mais justement, nos fils, ils seront, je dirais, je voulais pas utiliser le mot bien, mais en tout cas, ils seront éduqués différemment, que si les pères prennent leur part et surtout si les pères se comportent différemment, Mmh. puisqu'ils apprendront en observant, ce qui leur sert de modèle. Bien sûr, je parle dans les populations hétéronormées, cisgenrées, hem, mais voilà, ça me semble, en effet très important et ouais, en tout cas, c'est une belle asso que vous avez montée. Moi, je trouve ça, très beau que souvent on interdit la colère aux femmes, heu, culturellement parlant aussi Mmh mh. et quand on voit ce que la colère peut mener à faire, peut amener cette énergie-là et être transformée en énergie, moi je trouve ça magnifique. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, il faut la transformer la colère pour en faire quelque chose de constructif. Et puis quand bien même, on peut aussi être en colère sans vouloir en faire quelque chose de constructif. Je pense qu'on a le Voilà! droit d'être en colère. Non, mais c'est vrai et on a franchement vraiment plein de raisons de l'être. Donc non, non, elle est légitime. Elle est légitime et tu vois, ce que tu dis, c'est une émotion qui est souvent, proscrite aux filles. Tout à fait. Une petite fille en colère, non, c'est pas possible. Par contre, un petit garçon en colère, en général, ça passe. Bah, il faut le comprendre. Faut le Faut le comprendre. Une petite fille comprendre en ou colère alors, généralement elle ils sont comme ça, ils ont besoin ouais, voilà, c'est bien les d'extérioriser, mecs, hein. et cetera. Oui, puis en plus, vaut mieux prendre sur nous quand même, parce que tu comprends. Alors qu'une petite fille en colère, bah, généralement on lui dit que c'est pas joli, que
comme si on fait ça, personne va l'aimer. Ça installe vraiment des programmations très très importantes, mais qui pourraient faire le sujet d'un autre épisode. Euh, Ouais, Merci beaucoup, t'en as un peu Claire. parlé avec Manuela et Vas-y. Amandine d'ailleurs de ça, de tout ça. Mais oui, complètement. Mais complètement, mais parce que c'est vraiment le sujet, quoi. C'est vraiment un sujet extrêmement important. Et si tu veux, ce que je répète aussi maintenant de plus en plus, c'est que j'ai dit ça dans un autre podcast il y a pas longtemps. Tu sais, avec mon ami André Stern, on a fait un épisode qui est vraiment chouette et où les gens ont beaucoup entendu la phrase « Je t'aime parce que tu es comme tu es », Mm. qui est un Ça message à m'a transmettre bouleversée. par les mots et par l'attitude de nos enfants. Bah, écoute bien la suite. Heu et on dit aussi d'autres choses. On dit que nos enfants deviennent 2 choses, ils deviennent tels que nous les voyons et tels qu'ils nous voient. Tels que nous les voyons, ça a priori, c'est généralement plutôt bien compris. On explique, bah, voilà, si je lui dis qu'il est maladroit, boudeur, ou quoi, ça va installer une étiquette et bon, on fait attention à ce qu'on va dire. Mm. OK, pourquoi pas. Et tel qu'il nous voit, bah, en fait, en effet, c'est que, moi souvent ce que j'explique, notamment chez mes clientes sur le côté thérapeutique, c'est, bah, comment expliquer à notre enfant, qu'il a besoin de temps de repos s'il nous voit pas en prendre? Mm. Heu et je vais même aller plus loin pour le coup. Comment expliquer, comment incarner à mon enfant: «Je t'aime parce que tu es comme tu es», s'il me voit pas m'aimer parce que je suis comme je suis? Mm. Et ça, Mm. c'est un gros sujet. Ouais, absolument. Non, mais Et ça, c'est un gros sujet. c'est vraiment, tu pointes du doigt un truc assez fondamental dans la parentalité finalement. Oui, tout à fait. Et une fois qu'on s'autorise ça, parce qu'en fait, il faut s'autoriser à le faire, parce que la société nous dit pas ça. Et une fois qu'on s'autorise ça, ouf, Mm. franchement, ça enlève un sacré poids, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. J'ai rien à rajouter Et tellement c'est d'une non, mais c'est d'une limpidité ce que tu dis, ça me parle beaucoup. et ben écoute, puisqu'on n'a rien à rajouter, je vais te remercier beaucoup, Claire, pour ton récit et pour cette aventure féministe que tu nous as racontée. Ah, bah, Et elle est pas j'invite, terminée. et Je voulais voilà, juste et c'est je pour voulais ça. juste rajouter un dernier truc sur l'assaut, Mais hem, vas-y. qui est que notre slogan, c'est une parentalité égalitaire pour une société égalitaire. Et on pense que la société tendra à devenir égalitaire si ça commence par la manière dont on élève nos enfants et dont on les éduque. Et tout commence par l'intime pour aller vers l'universel. En général, c'est ça. Donc, en fait, ça paraît niche par un féministe, mais en fait, ça s'adresse à toute la société. Et c'est beaucoup plus grand que nous. Je suis tout à fait d'accord. Et je trouve que ça conclut très bien cet épisode. Merci. Merci beaucoup, Claire. Merci à toi, j'étais ravie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.